Lorsque l'on parle d'Égypte, on imagine toujours des pyramides, des sarcophages et beaucoup de bakshish pour tout et n'importe quoi. Pourtant, au sein de l'héritage de cette culture extraordinaire, nous avons des temples mieux conservés car plus récents, mais qui dépassent tout ce que l'on peut imaginer en termes d'esthétique et de secret. Parmi eux, les temples d'Edfou et d'Endera sont des merveilles absolues et sont tous deux issus de l'époque ptolémaïque, allant de 332 à 30 avant Jésus-Christ. Vous direz ptolémaïque, est-ce que ça a un rapport avec Ptolémée, le roi grec? Eh bien oui, car pendant cette période, la dernière période dynastique d'Égypte ancienne, l'Égypte était un royaume hellénistique. Pendant 300 ans, se sont succédés 15 Ptolémées et 7 Cléopâtres. La plus célèbre de toutes, la dernière, Cléopâtre VII, est celle que l'on connaît tous sous le nom de Cléopâtre. Amante de Jules César et Marc-Antoine, elle se suicidera alors qu'elle se voit contrainte de donner les rênes du pays à l'empereur Auguste, alors appelé Octave, premier empereur romain. Mais comment se sont déroulés les derniers jours de la vie de Cléopâtre? Quels événements ont pu mener la reine légendaire à prendre une décision si drastique? Le 12 août de l'an 30 avant Jésus-Christ, les soldats de l'empereur Auguste prennent d'assaut le fief de la dernière reine d'Égypte, Cléopâtre VII, et tombent nez à nez, avec un spectacle plutôt désolant. La reine gît sans vie, dans son lit royal, avec ses 2 jeunes filles mourantes à ses pieds. Les tentatives des soldats pour faire revivre la reine ont été vaines. Les 3 femmes venaient de se suicider. Ce suicide est une victoire posthume pour Cléopâtre. En effet, Auguste ne pourrait plus la ramener à Rome pour la montrer, la brandir de manière humiliante comme trophée vivant de sa conquête de l'Égypte. Marc-Antoine, l'amant de la reine à cette époque, avait lui aussi échappé au même sort en se suicidant quelques jours auparavant. Le sort de Cléopâtre et de Marc-Antoine avait été scellé 1 an auparavant, lorsque leur flotte militaire fut vaincue, lors de la bataille d'Actium. Suite à cette défaite, Cléopâtre et Marc-Antoine retournent dans la capitale, Alexandrie, en attendant que le sort ne les rattrape, suite à la désertion de leurs troupes et fidèles alliés. Voulant partir la tête haute, ils pensent donc au suicide, alors que la marche de l'empereur Auguste vers l'Égypte est déjà amorcée. Malgré cet horizon peu ragoûtant, Cléopâtre pense tout de même un instant qu'elle pourrait arriver à un accord avec Auguste qui exigerait sans doute la mort de Marc-Antoine, mais qui pourrait peut-être faire preuve de clémence face à la reine Cléopâtre et ses enfants. Mais c'était sans compter sur Ptolémée XV, dit Césarion, le fils que la reine avait eu avec Jules César, qui était un rival potentiel trop dangereux pour Auguste. À l'été de l'an 30 avant Jésus-Christ, la capitale égyptienne est totalement encerclée par les troupes romaines. Cléopâtre, entourée de ses serviteurs les plus intimes et les plus fidèles, se barricade dans son palais en gardant précieusement près d'elle ses pierres précieuses, ses bijoux, ses œuvres d'art, ses coffres en or, épices et vêtements royaux. Pendant ce temps, Marc-Antoine et ses fidèles combattent courageusement aux portes de la ville pour tenter de repousser Auguste. Des efforts plutôt vains face, une fois de plus, à la supériorité d'Auguste et de ses troupes. Accablé par la situation et terrifié par une brusque rumeur qui se répandit sur le suicide de sa reine bien-aimée, Marc-Antoine décide de mettre fin à ses jours avec son épée, sorte de harakiri pharaonique. Peu après l'arrivée d'Auguste en Égypte, Cléopâtre se fait capturer alors qu'elle vient tout juste de se poignarder. Problème pour elle, la blessure n'est pas fatale et elle se retrouve captive dans un palais d'Alexandrie placé sous haute surveillance. Désespérée par le décès de son amant, mais maintenue en vie par son amour pour ses enfants, Cléopâtre ne périt pas. Elle tentera beaucoup de choses pour ne pas perdre la face, mais les récits historiques à ce sujet divergent. #Rocco Siffredi. Selon Plutarque, c'est une Cléopâtre en bien piteux état, qui a imploré Auguste de lui laisser la vie sauve ainsi qu'à ses enfants. Dion Cassius, quant à lui, affirme que Cléopâtre était toujours rayonnante de beauté, et qu'elle tenta de séduire Auguste, comme elle le fit auparavant, avec Marc-Antoine et Jules César. Quoi qu'il en soit, la finalité serait la même. Cléopâtre savait que l'objectif d'Auguste était de la prendre avec ses enfants, pour les emmener à Rome, où ils seraient brandis comme des trophées de guerre à la gloire de la Rome antique. Tous seraient ensuite placés dans des cachots où ils deviendraient soit fous, soit se suicideraient, comme cela était arrivé à d'autres monarques hellénistiques avant elle.
Destin évidemment insupportable, le suicide devient alors la seule échappatoire. 2 jours plus tard, après avoir fait une dernière visite auprès de la dépouille de son bien-aimé Marc-Antoine, la dernière reine d'Égypte laisse un message scellé, destiné à Auguste, dans lequel elle exprime son dernier souhait, une fois qu'elle aura rejoint l'au-delà, être enterrée aux côtés de Marc-Antoine. Ce qui se passera entre la rédaction succincte de ce message et sa mort fait partie du mythe de Cléopâtre, car personne, aujourd'hui encore, ne sait vraiment comment elle s'est suicidée. Certaines théories parlent d'un auto-empoisonnement, d'autres parlent d'une morsure fatale de la part d'un serpent, mais personne ne sait vraiment comment tout cela s'est passé. Quant à Auguste, le suicide de la reine le prive bien entendu d'un triomphe éclatant, mais son décès lui procure le plus important, lui permet d'obtenir la chose la plus importante pour son règne, pour sa gloire, pour son triomphe, à savoir un contrôle total sur l'Égypte hellénistique, devenue alors une province romaine.